Le bruit d'os qui s'écrase sous le pneu d'une voiture est une chose que l'on n'oublie jamais. C'est un craquement distinct suivi d'une douleur fulgurante qui fait que votre vue devient blanche. Je connais ce son intimement maintenant, grâce à mon frère, David. Je suis Sophie Lefebvre, 26 ans, pianiste de concert, ou du moins, je l'étais jusqu'à hier. Maintenant, je suis allongé dans la salle des urgences, à regarder ma mère essayer de convaincre les infirmières que mon frère m'a accidentellement roulé sur la main droite. David ne l'a pas vu, insistait ma mère, ses ongles parfaitement manucurés tapotant nerveusement sur son sac à main de créateur. Sophie n'aurait pas dû être accroupie derrière la voiture. Sauf que je n'étais pas derrière la voiture. J'étais debout à côté, en train de me pencher pour récupérer mes partitions qui s'étaient envolées dessous. David m'a vu. Il a croisé mon regard dans son rétroviseur latéral. Puis il a délibérément enclenché la marche arrière. « Madame Lefebvre », dit fermement l'infirmière en vérifiant ma perfusion. « La main de votre fille a été écrasée. Cela nécessite une consultation chirurgicale immédiate. » « Nous comprenons », intervint mon père avec douceur, « mais peut-être pourrions-nous la transférer chez notre médecin de famille. Le docteur Mercier connaît nos antécédents familiaux. » J'ai failli rire à travers le brouillard des analgésiques. Bien sûr, il voulait le docteur Mercier. Il couvrait les accidents de David depuis notre adolescence. « J'appelle le docteur Valérie Lambert », annonça l'infirmière. « C'est la meilleure chirurgienne de la main de la région. » Le visage de ma mère se crispa. « Nous préférerions. » « Ce n'est pas une option », l'interrompit l'infirmière. « La main de votre fille présente de multiples blessures par écrasement. Sans une intervention chirurgicale spécialisée immédiate, elle pourrait en perdre l'usage de façon permanente. » J'ai regardé mes parents échanger des regards inquiets. Ils savaient qu'une spécialiste pourrait poser trop de questions, pourrait remarquer trop de choses. David, avachi dans un fauteuil dans un coin en train de jouer avec son téléphone, leva finalement les yeux. « Allez, sœurette, dit-il avec ce sourire cruel et familier. Dis-leur que c'était juste un accident. Tu sais à quel point je suis désolé. Désolé, comme il était désolé quand il m'a cassé les doigts un par un quand j'avais 16 ans parce que j'avais gagné un concours de piano qu'il avait perdu. Comme il était désolé quand il m'a claqué la main dans une porte l'année dernière parce que j'avais refusé de lui donner de l'argent pour ses dettes de jeu. » L'infirmière partit pour passer des appels, et ma mère se pencha immédiatement près de mon lit. « Sophie, souviens-toi de ce dont nous avons parlé. La loyauté familiale est primordiale. La carrière de David pourrait être affectée si cela se complique. » Ah, oui. La précieuse carrière de chirurgien de David. L'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Le fils qui était juste, plein d'entrain, quand il me faisait du mal, juste, stressé, quand il devenait violent. Ma carrière, murmurai-je à travers mes lèvres sèches. Et ma carrière, alors ? Ne sois pas dramatique, soupira mon père. Tu peux toujours enseigner le piano. Enseigner le piano. Avec une main écrasée. Parce que la carrière médicale de mon frère était plus importante que ma capacité à rejouer un jour. La porte s'ouvrit et une grande femme en tenue de chirurgien entra. Je suis le docteur Lambert, annonça-t-elle en prenant mon dossier. Son regard perçant balaya les rapports initiaux. Merci d'être venu, commença ma mère avec son offensive de charme habituelle. Nous espérions transférer Sophie chez. Ce ne sera pas possible, lui coupa court le docteur Lambert, examinant déjà ma main. Cette blessure nécessite une intervention chirurgicale immédiate. Je vois de multiples fractures par écrasement, de possibles lésions nerveuses. Elle déroula délicatement les bandages temporaires, et je l'entendis retenir légèrement son souffle. Ces fractures plus anciennes, guéries, dit-elle lentement. Elles révèlent un schéma. Mon cœur commença à s'emballer. Personne n'avait jamais remarqué le schéma auparavant. Ou s'ils l'avaient fait, ils avaient été payés pour ne pas le mentionner. Des blessures sportives, dit rapidement mon père. Sophie est maladroite. Le regard du docteur Lambert croisa le mien. Mademoiselle Lefebvre, je dois faire quelques radiographies et un examen détaillé. Préféreriez-vous que nous parlions en privé? Nous sommes sa famille, protesta ma mère. Dehors, dit fermement le docteur Lambert. Tous. Maintenant. Je l'ai regardé partir, le sourire crispé de ma mère, la colère contenue de mon père, l'expression assombrie de David.
Pour la première fois depuis l'accident, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Sophie, dit doucement le docteur Lambert une fois que nous fûmes seuls. J'ai déjà vu ce type de blessure. De multiples fractures guéries à différents stades, concentrées sur une seule partie du corps. Ce n'était pas votre première blessure à la main, n'est-ce pas? Des larmes coulèrent sur mes joues tandis que je secouais la tête. Les infirmières ont noté que vous avez dit que votre frère vous avait délibérément roulé sur la main. Était-il également responsable des blessures précédentes? Des années de peur et de pression familiale me hurlaient de nier, de protéger David, de garder le secret de famille. Mais en regardant ma main écrasée, la main qui avait été ma vie, mon art, ma liberté, quelque chose s'est brisé en moi. Oui, murmurai-je. C'était lui. Le docteur Lambert hocha la tête, son visage professionnel mais ses yeux compatissants. Je vais vous aider, Sophie. Pas seulement avec votre main, mais avec tout le reste. Mais d'abord, je dois passer un appel. À qui? Demandai-je, bien que je le sache déjà. La police, dit-elle en saisissant son téléphone. Et ensuite, nous allons tout documenter. Chaque fracture, chaque accident, chaque cicatrice. Il est temps que quelqu'un sache la vérité. De l'extérieur de la pièce, j'entendis la voix de David s'élever de colère. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de ce qui allait arriver. La salle d'interrogatoire de la police était froide, mais le regard de l'inspectrice Rousseau était chaleureux tandis qu'elle posait une tasse de thé devant moi. Ma main bandée reposait sur la table entre nous, un rappel brutal de la raison de notre présence ici. Prenez votre temps, mademoiselle Lefebvre, dit-elle en ouvrant son carnet. Le docteur Lambert a fourni le dossier médical. Maintenant, nous avons besoin de votre déposition. Cela faisait 3 jours depuis l'accident, 3 jours de chirurgie, de tentatives de mes parents pour faire pression sur le docteur Lambert afin qu'elle modifie son rapport, de messages de plus en plus menaçants de David par l'intermédiaire de membres de la famille. Mais le docteur Lambert avait tenu bon, documentant chaque ancienne blessure, chaque fracture suspecte, créant une chronologie de violences s'étalant sur près d'une décennie. Ça a commencé quand j'avais 16 ans, commençai-je lentement, après le concours international Long-Thibault. L'inspectrice Rousseau écouta pendant que je décrivais comment David, alors étudiant en médecine, m'avait systématiquement cassé les doigts après que j'ai remporté la première place, un concours qu'il avait perdu des années auparavant. Je lui ai raconté comment nos parents avaient qualifié cela de « querelle fraternelle » et m'avaient emmené chez le docteur Mercier, qu'il avait fait passer pour un « accident de sport ». Il disait que ça nuirait à la carrière médicale de David si quelqu'un l'apprenait, expliquai-je, la voix tremblante. Que je devais penser à la réputation de la famille. Et les autres incidents? Demanda doucement l'inspectrice Rousseau. Je lui ai parlé de la porte claquée l'année dernière, des chutes, accidentelles, qui semblaient toujours impliquer mes mains, des menaces constantes chaque fois que je refusais de donner de l'argent à David. À chaque révélation, je sentais un poids se soulever, le poids de secrets gardés trop longtemps. Mademoiselle Lefebvre, dit l'inspectrice Rousseau en faisant glisser des photographies sur la table. Le docteur Lambert a fourni ses radiographies. Elles montrent au moins 15 blessures distinctes à la main au cours des 10 dernières années, toutes ciblant systématiquement votre capacité à jouer. Je fixais les images, l'histoire de ma maltraitance exposée en noir et blanc. Les connaissances médicales de votre frère lui auraient permis de savoir exactement comment causer un maximum de dommages sans laisser de traumatisme externe évident, continua-t-elle. Ce n'était pas de la violence aléatoire. C'était calculé. On frappa à la porte, nous interrompant. Un autre inspecteur entra, l'air sombre. Nous venons de terminer l'interrogatoire du docteur Mercier, rapporta-t-il. Il est prêt à coopérer en échange d'un accord. Apparemment, il a des dossiers de traitement de multiples blessures suspectes au fil des ans. Mes mains se mirent à trembler. Le docteur Mercier avait été la police d'assurance de mes parents pendant des années. S'il parlait. Il y a plus, ajouta l'inspecteur. Nous avons trouvé des preuves que votre frère a des antécédents de comportement similaires. 2 ex-petites amies se sont manifestées, toutes les 2 musiciennes, et présentant toutes les 2 des blessures suspectes à la main traitées par le docteur Mercier. La pièce sembla tourner. Il n'y avait pas eu que moi. David avait fait ça à d'autres. Sophie, dit doucement l'inspectrice Rousseau, utilisant mon prénom pour la première fois. Ce qui s'est passé avec la voiture n'était pas un accident. C'était une tentative de meurtre de votre carrière.
Votre frère savait exactement ce qu'il faisait. Il a toujours su, murmurai-je. Il disait qu'il me rendait service, que je devais apprendre à rester à ma place. Et vos parents? Ils l'ont encouragé, l'ont couvert, m'ont dit que je surréagissais. Je ris amèrement. Même maintenant, il s'inquiète plus de sa carrière que de savoir si je rejouerai un jour. Le visage de l'inspectrice Rousseau se durcit. Eh bien, ils devraient s'inquiéter de leur propre liberté. Dissimulation de voies de fait, entrave aux soins médicaux, intimidation de témoins. Ils risquent de graves accusations. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra. Un autre message de ma mère, réunion de famille ce soir. On peut arranger ça si tu coopères. Je le montrai à l'inspectrice Rousseau. Elle hocha la tête d'un air sombre. Manipulation classique. Ils essaient de reprendre le contrôle. Je ne peux pas y retourner, dis-je, me surprenant par ma fermeté. Pas cette fois. Vous n'êtes pas obligé, m'assura-t-elle. Nous avons suffisamment de preuves pour avancer sans aucune pression sur vous. Le dossier du docteur Lambert à lui seul. Je veux témoigner, l'interrompis-je. Je veux tout leur dire. L'inspectrice Rousseau m'étudia attentivement. Vous êtes sûr? Ce ne sera pas facile. Vivre dans la peur pendant 10 ans ne l'était pas non plus, répondis-je. Savoir qu'il a blessé d'autres femmes non plus. Ni me demander si je rejouerais un jour du piano. Elle hocha la tête, compréhensive. Nous devrons agir rapidement. La position de votre frère à l'hôpital lui donne des ressources. Le plus tôt nous agirons. Un autre inspecteur fit irruption. David Lefebvre vient d'essayer de quitter le pays. La police de l'aéroport de Roissy l'a arrêté au terminal. Mon cœur s'emballa. Il a essayé de fuir. Enfin, tout le monde allait voir la vérité que je connaissais depuis des années. Mon frère n'était pas l'enfant prodige qu'il pensait. Sophie, dit l'inspectrice Rousseau avec urgence. Nous l'arrêtons maintenant. Vos parents aussi. Y a-t-il un endroit sur où vous pouvez rester? Elle peut rester avec moi, dit une voix familière depuis le seuil. Le docteur Lambert se tenait là, toujours dans sa tenue de chirurgien. J'ai une chambre d'amis, et je peux surveiller sa convalescence. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Cet inconnu avait fait plus pour me protéger en 3 jours que ma famille dans toute ma vie. Il est temps de mettre fin à ce cycle, dit doucement le docteur Lambert. Fini les dissimulations, fini la loyauté familiale à sens unique. En regardant ma main bandée, je pensais à toute la musique que je ne pourrais peut-être plus jamais jouer. Mais je pensais aussi à toutes les autres victimes potentielles que je pourrais sauver en parlant maintenant. Je suis prête, dis-je en me redressant. Finissons-en. Pour la première fois depuis mes 16 ans, j'avais l'impression de jouer enfin ma propre partition. 1 an plus tard, j'étais assise au tribunal, regardant mon frère être emmené menottes au poignet. 8 ans pour voies de faits graves, tentatives de coups et blessures volontaires graves, et multiples chefs d'accusation de maltraitance historique. Mes parents ont écopé de 3 ans chacun pour complot et entrave à la justice. Le docteur Mercier a perdu sa licence médicale. Tu l'as fait. Le docteur Lambert me serra l'épaule. Elle avait été à mes côtés pour tout, les opérations, la rééducation, le procès. L'année écoulée avait été un parcours de guérison et de découverte. 6 opérations à la main, d'innombrables heures de kinésithérapie, et quelque chose d'inattendu, l'espoir. Bien que je ne puisse peut-être plus jamais interpréter de concerto pour piano complexe, j'avais retrouvé suffisamment de fonctions pour jouer des morceaux plus simples. Plus important encore, j'avais trouvé ma voix. Après que l'histoire a éclaté, d'autres victimes se sont manifestées. Pas seulement les ex-petites amies de David, mais d'autres musiciens qu'il avait croisés lors de concours. Un schéma est apparu. Il ciblait les musiciens talentueux, en particulier ceux qu'il avait surpassés. Chaque fois, nos parents avaient payé pour le silence, utilisé leur relation pour étouffer les plaintes. Mademoiselle Lefebvre? Une jeune femme m'approcha à l'extérieur de la salle d'audience. Je suis Lisa, l'une des étudiantes en violon que David a blessée. Je terminai doucement, je me souviens de votre témoignage. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Vous voir leur tenir tête m'a donné du courage. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un me croirait.
Cela avait été la découverte la plus surprenante, le nombre de vies qui avaient été touchées par l'engrenage de violence et de silence de ma famille. En me libérant, j'avais aidé d'autres à se libérer aussi. Le docteur Lambert et moi sommes allés à sa voiture. Elle était devenue plus que ma chirurgienne. Elle était mon amie, ma défenseur, ma nouvelle définition de la famille. J'ai quelque chose à te montrer, dit-elle, nous conduisant non pas chez elle, mais à la maison de quartier. Il est temps. À l'intérieur, un groupe de jeunes gens attendait. Tous des survivants de maltraitance, tous musiciens. Au cours des derniers mois, nous avions formé un groupe de soutien qui avait évolué en quelque chose de plus, un endroit où les musiciens blessés pouvaient trouver de l'espoir, la guérison et de nouvelles façons d'exprimer leur art. Prête pour votre premier cours, professeur Lefebvre? Sourit le docteur Lambert. Je regardais ma main. Bien qu'elle ne serait plus jamais la même, elle pouvait encore créer de la beauté. J'avais appris à adapter mon jeu, à enseigner aux autres comment travailler avec leurs limitations plutôt que de lutter contre elles. Aujourd'hui, dis-je au groupe, nous allons parler de la musique comme moyen de guérison, de trouver de nouvelles façons de jouer, de s'exprimer, de survivre. Une adolescente leva la main. Mais que se passe-t-il si nous ne pouvons plus jouer comme avant? Alors nous jouons différemment, dis-je en m'asseyant au piano. Ma main bougeait différemment maintenant, mais j'avais appris à faire avec ce que j'avais. La mélodie simple que je jouais remplit la pièce, moins complexe que mes anciennes performances, mais en quelque sorte plus significative. La musique, ce n'est pas une question de perfection, continuai-je. C'est une question d'expression, de survie. Chaque fois que nous jouons, malgré ce qui nous a été fait, nous gagnons. Après le cours, le docteur Lambert m'aida à ranger. L'appel de tes parents a été rejeté, mentionna-t-elle nonchalamment. Je hochai la tête, ne ressentant que du soulagement. L'année écoulée m'avait appris que la vraie famille ne vous blesse pas, ne vous fait pas taire, ne vous brise pas pour vous contrôler. Mon téléphone vibra. Un message de l'inspectrice Rousseau. Je pensais que tu voudrais savoir. Les privilèges hospitaliers de David ont été révoqués de façon permanente. C'est vraiment fini. C'était fini, mais quelque chose de nouveau avait commencé. Le mois prochain, j'ouvrirai un centre de musicothérapie pour les survivants de maltraitance, un endroit où la guérison pourrait se faire par l'art, où des corps brisés pourraient trouver de nouvelles façons de créer de la beauté. Tu sais quel jour on est? Demanda le docteur Lambert alors que nous quittions la maison de quartier. Je souris. Un an jour pour jour que vous avez appelé la police. En regardant ma main, je me souvins des mots de David d'il y a des années, tu ne joueras jamais si tu n'apprends pas à rester à ta place. Il avait tort. Ma place n'était pas dans son ombre. Elle n'était pas dans le mensonge soigneusement construit par mes parents d'une famille parfaite. Ma place était ici, à aider les autres à retrouver leur musique, leur voix, leur force. Ce soir-là, je me suis assise à mon piano, chez moi. Ma main bougeait différemment maintenant, mais elle bougeait encore. J'ai joué un morceau simple, que j'ai composé pendant ma convalescence. Il parlait de douleur, de guérison, de survie. La note finale flotta dans l'air, et je pensais au chemin parcouru. D'une victime piégée dans l'engrenage de violence d'une famille à une survivante aidant les autres à trouver leur chemin. Mes mains racontaient peut-être une histoire de violence, mais elles racontaient aussi une histoire de triomphe. David avait essayé de réduire ma musique au silence, mais il n'avait fait que changer sa mélodie. Et cette nouvelle mélodie, bien que différente, était entièrement la mienne.